Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français, bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet important, l'évolution du régime des bénéficiaires effectifs, les fameux BEE, au Luxembourg. On va s'appuyer sur des extraits d'un guide stratégique assez récent. Notre but, comprendre ce qui a changé pour l'accès au registre des bénéficiaires effectifs, le RBE, et aussi les nouvelles conséquences financières et pourquoi c'est toujours un peu complexe d'identifier ces BEE. Le point de départ, c'est ce changement majeur. Fini l'accès public systématique au RBE. C'est pas qu'on recule, mais plutôt qu'on affine le système. Et ça vient d'une décision de justice européenne qui a fait pas mal de bruit. Tout à fait. Le déclic, ça a été un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJU, du 22 novembre 2022. Deux affaires jointes, en fait. Ah oui, cet arrêt. Exactement. La Cour a dit non à l'accès public systématique prévu par la 5e directive anti-blanchiment. Jugé disproportionné, ça touchait aux droits fondamentaux, vie privée, protection des données, articles 7 et 8 de la Charte européenne. D'accord. Du coup, impact direct ici au Luxembourg, suspension immédiate de l'accès public au RBE à ce moment-là. Et face à ça, le Luxembourg a dû réagir, légiférer. Oui, assez vite d'ailleurs. Une loi a été votée le 23 janvier 2025 pour une entrée en vigueur le 1er février 2025. L'idée, c'était premièrement, se mettre en conformité avec la décision de la CJU. Logique. Et deuxièmement, trouver le bon équilibre entre la lutte anti-blanchiment, la LBCFT, et puis la protection de la vie privée, des données perso. C'est important pour l'image du Luxembourg. Ça montre une certaine stabilité juridique, une réactivité. Alors, concrètement, ce nouveau régime d'accès, il ressemble à quoi ? Qui peut voir quoi ? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, les autorités nationales. Pensez CSSF, la CRF, le fisc. Elles gardent un accès total et confidentiel. Ça ne bouge pas. Ok, pour les autorités, c'est clair. Et les professionnels ? Les banques, les avocats ? Eux, ils ont toujours accès, mais c'est lié à leurs obligations de vigilance LBCFT. C'est très encadré. Il faut passer par LuxTrust pour s'identifier et avoir un accord spécifique avec le LBR, le gestionnaire du registre. Et pour les autres, mettons un journaliste ou une entreprise qui veut vérifier avec qui elle traite. C'est là qu'intervient cette notion d'intérêt légitime. C'est devenu le maître mot. Pour qu'un tiers accède au RBE, il doit prouver cet intérêt. Et cet intérêt doit être lié à la lutte anti-blanchiment. Comment on prouve ça ? La loi aide un peu. Elle présume cet intérêt pour certaines catégories. Les journalistes basés dans l'UR qui couvrent ces sujets, certaines ONG bien spécifiques, et aussi, point très pratique, une personne ou une entreprise qui envisage une transaction avec une entité. Elle peut demander à vérifier qui est le BE derrière. Ah oui, ça c'est utile. Oui, mais il faut faire une demande motivée au LBR. Le LBR peut même demander l'avis d'un comité consultatif avant de décider. Et si l'accès est accordé, attention, il est limité. Limité à quoi ? Aux infos essentielles sur le BE. Nom, nationalité, date et lieu de naissance, pays de résidence, et puis la nature et l'étendue des intérêts qu'il détient. Pas plus. D'accord, l'accès est donc plus restreint, plus ciblé. Mais revenons un peu en arrière. Comment on fait justement pour identifier ce fameux bénéficiaire effectif ultime, l'UBO ? C'est simple ? Oh, si seulement. Non, ça reste un exercice complexe, très analytique. La circulaire CSSF 1973-2 donne le cadre. Il faut suivre une démarche en cascade, en plusieurs étapes. La première étape ? C'est le test de la propriété. Très quantitatif. On cherche une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote. 25%. Oui, ça demande souvent de regarder à travers toute la chaîne de détention, ce qu'on appelle l'approche look-through, et il faut aussi agréger les participations si des personnes agissent de concert. Et si personne n'atteint ce seuil de 25%, ça arrive, j'imagine ? Très souvent, oui. Alors là, on passe obligatoirement à la deuxième étape, le test du contrôle par d'autres moyens. Et là, on change de logique, on passe au qualitatif. C'est-à-dire ? On cherche si quelqu'un a une influence dominante, mais sans forcément avoir les 25%. Ça peut être le pouvoir de nommer les dirigeants, une influence contractuelle majeure, des droits de veto sur les décisions clés. Faut éplucher les statuts, les pactes d'actionnaires. D'accord, c'est plus subtil. Beaucoup plus.
Et, point très important, c'est seulement si ces 2 premières étapes, bien analysées, bien documentées, n'ont pas permis de trouver de BE. Seulement à ce moment-là. Uniquement. Alors on peut désigner par défaut le dirigeant principal, le Senior Managing Officer ou SMO. Mais c'est vraiment l'option de dernier recours. L'analyse juridique pointue avant de faire le dépôt au registre reste absolument essentielle. Une analyse à faire vite, parce que si on traîne maintenant, ça coûte cher. Effectivement. Les frais de base pour déposer, bon, ça reste raisonnable. 15 € pour une inscription, par exemple. Mais la grosse nouveauté, ce sont ces pénalités administratives pour dépôt tardif. Ah oui. C'est un règlement grand-ducal de mars 2025, effectif depuis fin mars 2025, et c'est progressif. 50 € si on dépose dans le mois qui suit, l'échéance. 50 €. 200 € si le retard est entre 2 et 3 mois, et ça monte à 500 € au-delà de 3 mois de retard. 500 €. Ça devient significatif. Exactement. Ça change la donne. La conformité, c'est plus juste une case à cocher, c'est une vraie discipline opérationnelle. Ça impacte la gestion des coûts, des risques. D'ailleurs, ça se voit dans les négociations, les clauses de garantie sur les UBO, dans les contrats, ça prend plus d'importance. Et on parle là des pénalités administratives. Oui, sans oublier que les sanctions pénales, elles, existent toujours. Et elles peuvent être très lourdes, allant de 1 250 € jusqu'à 1 250 000 €. Pour l'entité, mais aussi pour le BE qui ne coopérerait pas. Bon, le message est clair. Il faut être à jour. Alors, si on prend un peu de hauteur, avec l'Europe qui bouge aussi sur ces sujets, comment le Luxembourg se situe ? Plutôt bien, je dirais. L'UE avance, c'est vrai, avec le nouveau paquet anti-blanchiment, la future autorité européenne, l'AMLA. Oui, l'AMLA. Mais comme le Luxembourg a déjà dû adapter son système suite à l'arrêt de la CJE, il a en quelque sorte pris de l'avance. Il a déjà un cadre qui est testé juridiquement, si on veut. Un avantage. Je pense, oui. L'atout du Luxembourg, c'est de proposer ce régime RBE qui est mature, assez sophistiqué, juridiquement solide, et surtout qui essaye de trouver cet équilibre. Transparence nécessaire, oui, conforme aux standards internationaux JAFI et UE, mais aussi protection de la vie privée. Un peu le meilleur des deux mondes. On pourrait dire ça. Un régime boucle d'or, comme disent certains, ni trop laxiste, ni trop intrusif. Et ça, pour l'industrie des fonds, qui est très internationale, c'est un argument qui pèse. Très clair. Donc si on devait résumer les points clés à retenir. Alors, 3 choses peut-être. Je vous écoute. Premièrement, L'accès au RBE. fini l'open bar, il faut maintenant un intérêt légitime. Exactement. Deuxièmement, Le portefeuille. Les retards coûtent cher maintenant avec les nouvelles pénalités. La ponctualité, c'est plus une option. c'est noté. Et troisièmement, Troisièmement, identifier l'UBO, ça reste un vrai travail d'analyse juridique. C'est pas juste remplir un formulaire. parfait, merci pour cet éclairage très précis. Et peut-être une dernière pensée, une question ouverte. Au moment où l'Europe s'harmonise, comment cet équilibre luxembourgeois entre transparence et droits fondamentaux va-t-il peser ? Est-ce qu'il pourrait influencer les futures normes ou même la concurrence entre les places financières ? C'est une question intéressante pour l'avenir. Une excellente question pour conclure. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.